Coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans. C'est l'histoire de ma belle gosse. Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? Emmanuel Chaumet. Pourquoi? Bah, pour... Ah, vous avez besoin de savoir ce que je fais. Je suis cinéphile et je produis aussi des films, du coup, puisque je les aime bien les voir, donc ça m'arrive d'en produire aussi, donc de les fabriquer. Alors, on regarde un film ensemble? Avec plaisir, je vous suis. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est des lettres? JH, 34 ans, 1m70, 68 kilos, retenu dans un donjon à l'écart du monde, n'ayant aucune lettre ni de parloir. Recherche correspondante pour ensoleiller mon quotidien et pourquoi pas le sien. Merci à celle qui m'écrira. Alors, on l'a vu, ce film, Ma belle gosse de Chalimar Preuss, dont vous êtes Emmanuel Chaumet, le producteur, on s'est jeté à l'eau, un peu à la manière de Madden, de son demi-frère, de ses cousines. On s'est plongé dans cette belle histoire de fratrie, cet instant capturé, de leur tendre complicité tissée sous le soleil de l'île de Ré. Je voudrais à mon tour que vous vous souveniez. Vous êtes dans votre bureau, peut-être, vous êtes devant votre ordinateur et vous ne recevez non pas la lettre d'un détenu, comme la reçoit Madeleine, vous recevez probablement un mail, un scénario, le scénario de ce film que vous lisez pour la première fois. Quelle image vous rappelez-vous de cette première lecture et quels premiers sentiments vous viennent à l'esprit pour évoquer ce début de correspondance? C'est une correspondance qui avait débuté un peu plus tôt sur les courts-métrages précédents qu'avait réalisé Chalimard, mais qui sont très proches de ce film-ci. Chalimard avait fait un premier film dans le cadre de son école au Fresnoy qui se passait en bord de mer. Et ensuite, on a fait un court-métrage ensemble qui s'appelle Rendez-vous à Stella Plage, de nouveau en bord de mer, les plages du Pas-de-Calais, on va dire. Et, euh, et effectivement, l'une des premières images que j'ai eues pour Ma belle gosse, c'était une image comme ça entre ciel et terre d'une famille sur le fil de l'horizon. Et ce fil de l'horizon étant dessiné d'un côté par une plage à marée basse et de l'autre par un ciel plutôt ombrageux, nuageux, on va dire, un ciel qui se fondait comme ça dans la mer et donc il y avait cette image de cette famille entre ciel et terre sur le fil de l'horizon. Après la lecture vient bien sûr le temps de la rencontre. Comment se passent ces rencontres, ces correspondances? Comment fait-on pour accompagner pas à pas un premier film vers la lumière? Et parfois, comme vous l'avez fait pour certains d'entre eux, La fille du 14 juillet, La bataille de Solferino, comment les mène-t-on, ces films, sous les projecteurs de l'Académie des Césars? C'est assez long en fait. Donc du coup, c'est beaucoup de rencontres techniques, d'écriture, mais aussi techniques, des rencontres qui permettent de préciser les enjeux dramatiques, les enjeux financiers, les enjeux de fabrication. Donc voilà, donc c'est des rencontres qui nous lient sur des périodes relativement longues. Et a fortiori, quand on fait des courts-métrages et qu'ensuite on développe des longs-métrages ensuite, cette période, elle se prolonge d'un film à l'autre et souvent les choses s'organisent, elles s'enchaînent de la fin d'un film vers le début d'un autre. C'est souvent des histoires comme ça qui se correspondent et qui se rejoignent. On a toujours peur quand on fait un long métrage d'être attrapé par les logiques du marché et les logiques essentiellement des télés. C'est-à-dire que quand je fais La Vie Orange, quand je fais La fille du 14 juillet, ce que me disent les partenaires potentiels de ces films, c'est qu'il ne faut absolument pas réitérer les erreurs du passé, les faux raccords chez Antonin Perez-Jadco, les images qui défilent à 23 ou à 25 images secondes. Et puis pour Sophie Le Tourneur, on me dit qu'il faut que les acteurs parlent de façon intelligible, que les dialogues ne se superposent pas. Enfin, on me dit tout ça. Donc effectivement,
la fierté, si on parle de ça, que je peux avoir pour La Vie Orange ou pour La Fille du 14 juillet, par exemple, c'est que les films sont aussi bien que les courts-métrages. Et je dis ça de façon un peu provocante, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de longs-métrages où les réalisateurs ne s'autorisent pas la liberté qu'ils ont quand ils font des courts-métrages. Et du coup, que souvent, ces premiers longs pêchent par autocensure ou par prétention, voilà, prétention de vouloir faire du cinéma comme si le court-métrage n'en était pas. Et c'est ça qui me plaît dans l'exercice du premier long-métrage, c'est garder cette fraîcheur et cette vivacité-là. Pour terminer notre belle correspondance, Emmanuel Chaumet, je voudrais qu'on se plonge une dernière fois dans votre filmographie. À y regarder de plus près, vous semblez être un producteur au regard particulier. Un producteur qui prend le risque d'aller vers l'originalité, vers l'incongru, vers des films flirtant souvent avec le genre. Par les temps qui courent, diriez-vous que l'originalité, celle que vous aimez, a toujours sa place au sein du paysage cinématographique français? Et surtout, quel message adressez-vous à tous ces créatifs qui s'apprêtent à leur tour à entrer en contact avec vous? J'ai l'impression que le cinéma que j'aime, je ne suis pas le seul à l'aimer. J'ai l'impression que les cinéphiles qui notamment se rendent régulièrement dans les salles dans lesquelles vous vous enfermez pendant le confinement, continueront de vouloir aller au cinéma parce que c'est différent de ce qu'ils peuvent faire à la télé ou sur Internet. Voilà. Donc il y aura toujours, à mon avis, de la place dans les bonnes salles de cinéma pour les films, les bons films, donc ceux qui créent l'événement et qui provoquent la nécessité de se déplacer et d'aller voir en commun avec des inconnus un même film. Et du coup, j'ai bon espoir que ce cinéma-là, même s'il a la vie dure en ce moment, peut-être j'ai bon espoir qu'il va continuer à exister et à vivre. Si j'ai un message ou une proposition à faire, c'est aussi de dire que faire des films, il faut pas sacraliser l'acte de faire des films, il faut pas avoir peur de se jeter à l'eau et puis embarquer dans une aventure autour de soi, des techniciens, des acteurs, des scénaristes, voilà, que techniquement ça coûte de moins en moins cher de faire des films, techniquement. Donc je serais plutôt de nature à encourager celles et ceux qui veulent se jeter à l'eau d'y aller et de faire des films, voilà, retrouver un peu cette force comme ça de vouloir proposer des choses. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui font des films mais qui passent pas par l'étape du cinéma pour les présenter. Donc j'ai l'impression que je suis plutôt entendu par ceux qui veulent faire des choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur Internet, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font des choses et c'est très bien. Où êtes-vous ? Vous êtes là ? Seul, encore. Ah bah non, t'es là, toi. Ils étaient nuls, tes questions. Enfin, pas nuls, mais je me suis un peu endormie. Ah, t'as raison. Mais c'est pas ma vocation première, moi, les questions, tout ça, tu sais. Non, c'était bien. C'était bien. Ouais. On regarde un film et on va se coucher ? D'accord, mais juste un, enfant, pour nous bercer. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors je me suis couché, là, dans mon coin. Alors, je me suis couchée, là, dans le mien, et je me suis dit, comme c'est bien de dire bonne nuit à quelqu'un. Retrouvez Coincé dedans chaque vendredi sur nos réseaux. Et le film Ma belle gosse de Shalimar Preuss sur mubi.com. Texte et voix Mathieu Vivion et Nathalie Allison. Musique Alexandre Praleret. Production Léna Nili et Mélissa Charles. Un programme placé sous la haute autorité de Delac Cinéma.